Bienvenue sur le web. Aujourd'hui, on a décidé de faire un café futuriste, un café de la presse avec tous nos confrères qu'on ne voit jamais. Et on est ravis de les voir aujourd'hui. Alors autour de la table, il y a Nicolas Rollin des Échos. Bonjour. Ça va Nicolas? Ça va, très bien. Ravi d'être là. Un peu fatigué, parce que le web a commencé ce soir? Non, pas du tout. Pas du tout. Très sérieux Nicolas. J'ai travaillé très tard. C'est les Échos. C'est ça. Voilà, c'est ça. Jérôme Bouteiller. Bonjour Marion. Bonjour, de Net Media Europe, IT Espresso. Entre autres. Et tu suis le web depuis déjà pas mal d'années. Et oui, depuis 1999 à titre professionnel et 1997 à titre personnel. Bien. Marjorie Paillon de France 24. Bonjour Marion. Et Yahoo Finance. Absolument. Ravi de te retrouver ici. Ravi de vous retrouver tous les 5 aujourd'hui autour de cette table. Exactement. Et puis Rodrigo Sepulveda. Oui, Schulz. Voilà, Schulz, aussi. Très en forme aujourd'hui. Bonjour Marion. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de coller en fait à la problématique de cette année. Je dis une problématique parce que c'est un thème qui est pas facile en fait à appréhender, the next 10 years. Et l'idée, c'est de parler du futur. Alors, on va commencer déjà par un premier jet, tous ensemble pour essayer de savoir ce que vous en pensez. The web is dead. Le web est mort dans 10 ans. Est-ce que ça existera encore? Est-ce qu'on parlera encore de web? Rodrigo? Est-ce qu'on parlera encore de web? J'ai envie de dire, est-ce qu'on parle encore de l'électricité? Chez soi, moi je dois avoir 14 ou 15 robots dans ma cuisine. Oui. Entre le frigo, la machine à laver, le lave-vaisselle, le robot mixeur, la machine à crêpes. Est-ce que je dis qu'ils sont des robots électriques? Aujourd'hui, dès que j'ai quelque chose de connecté, on dit tiens, j'ai un objet connecté. Et donc tous ces appareils-là vont tous être connectés, vont être une surcouche de l'Internet. Et on ne dirait pas qu'ils sont sur le web. Et pourtant, ils le sont. La plus grosse partie de la consommation sur le web aujourd'hui, c'est la vidéo. Mais après, c'est le mail. Donc c'est pas le web. Est-ce qu'il y aura encore le web? Non, ce sera une interface sur notre vie quotidienne. Donc oui, ça sera là, on l'appellera juste pas le web. Jérôme, à quoi va ressembler finalement le web? Rodrigo a raison, l'Internet sera effectivement aussi, sera partout comme l'électricité. Mais la question du web reste pertinente. Aujourd'hui, le web est en danger. Et autant il y a une vingtaine d'années, quand Tim Berners-Lee a créé ce format de document, il a interconnecté les documents, il a créé un standard. Aujourd'hui, il y a une menace et il suffit de voir les applications et voir cette privatisation en fait, des formats de documents. Je ne sais pas à quoi ça ressemblera dans 10 ans, mais il y a une menace. Oui, effectivement, le web est en danger. Et au-delà du document, il y a tout le débat sur le web de données où aussi on va devoir choisir est-ce qu'on rentre dans des grands écosystèmes privés, l'écosystème d'Apple, l'écosystème de Microsoft, l'écosystème de Facebook ou de Google, ou est-ce qu'on garde cette idée de standard ouvert? Et c'est un vrai débat. Il y a 20 ans, c'est plutôt un format ouvert qui s'est imposé au détriment des environnements privatisés d'AOL, MSN ou de CompuServe ou d'autres. Là, pendant 10 ans, il faudra faire un choix. Et c'est un choix que chacun doit faire. Effectivement, est-ce qu'on privilégie l'ouverture et une sorte de standard ou pas? Nicolas? Ouais, je rejoins assez Jérôme sur ce point-là, surtout que le pouvoir économique des géants, des GAFA, Google, Amazon, Apple, qui ont créé leur propre environnement, leur propre écosystème, risque encore d'augmenter avec la tonne de données qu'ils peuvent amasser. Donc oui, le web peut être en danger par rapport à ces environnements un peu clos, quoi. Marjorie? Oui, tout à fait, mais moi je suis mes valeureux confrères en effet sur cette question de l'écosystème, avec aussi, et c'est un débat un petit peu chaud en ce moment, la façon dont les utilisateurs vont se positionner par rapport à ces questions des écosystèmes. Est-ce qu'ils vont suivre le mouvement ou est-ce qu'ils vont se rebeller à un moment donné? Est-ce qu'aujourd'hui on voit que ces grandes marques web se rebellent par rapport aux lois qui sont en train d'arriver sur les floors de tous les parlements, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France avec l'article 13 de la loi de programmation militaire? Est-ce qu'à un moment donné on va avoir, comme on peut parler de Startup Nation du côté de l'entrepreneuriat, une Internet Nation qui va à un moment donné se dire attendez, nous aussi on est là, si le web fonctionne c'est aussi grâce à nous parce qu'on se sert de ces services-là, parce qu'on en a besoin pour travailler, parce qu'on en a besoin dans notre vie privée. Rétribuer finalement le service rendu, quoi. Oui, exactement. Dans rétribuer ou pas, ou à un moment donné prendre conscience que le web, c'est aussi ses utilisateurs et c'est aussi ce qu'ils vont en faire. Rodrigo? Mais les environnements fermés, on a connu ça déjà il y a 10 ans. AOL était un environnement fermé dans lequel on pouvait tout faire. Celui qui se rapproche le plus de ça, c'est Facebook aujourd'hui. Il y a une génération complète de gens qui ne connaissent que Facebook et pour eux l'Internet c'est Facebook. Dans Facebook, on communique, on envoie des mails, on fait du chat, on envoie ses photos, on envoie ses vidéos. On ne fait pas vraiment de commerce encore, mais il y a tout le reste sur Facebook. Donc les environnements fermés, on a connu, et AOL n'est plus là. Ou alors n'est plus là dans sa forme propriétaire. Sur les grands du web, il y a une autre menace, à mon sens, de suprématie totale, qui est la gestion de l'identité. Aujourd'hui, on se connecte quasiment partout avec un Facebook Connect, mais également sur les paiements. Il y a 500 millions de comptes avec une carte de crédit chez Apple.
sur iTunes. Et les autres sont tous en train d'essayer de rattraper ce retard-là. Qui a créé Passbook d'ailleurs, qui concentre finalement tous les. Donc on va pouvoir payer partout et c'est énorme. 500 millions de personnes, c'est plus que la population totale de l'Union européenne, qui sont aujourd'hui identifiées, gérées par Apple, qui décide ou pas de donner accès ou pas, de permettre d'acheter ou pas, et qui va même censurer les produits que l'on peut acheter. On ne peut pas avoir de la pornographie par exemple chez Apple, ou des choses qui semblent pour eux pas bien, et qui pour nous semblent tout à fait normales. Et c'est une vraie difficulté parce que la Boétie parlait de servitude volontaire, et aujourd'hui on a tendance à trouver très confortable d'adhérer à ces grands écosystèmes, parce qu'évidemment tout est intégré, le hardware, le software, les services sont très très bien pensés, il y a beaucoup d'investissements là-dedans, mais en faisant ça effectivement on se coupe peut-être d'une liberté future, et chaque internaute a désormais cette responsabilité. Est-ce que je privilégie un confort à court terme au risque de fragiliser cette grande plateforme ouverte qu'est le web, ou est-ce que je fais un petit effort mais j'évite une future servitude à ces géants du web qui aujourd'hui sont d'une puissance sans commune mesure avec tout ce qu'on a connu. La bataille de l'ID, qu'est-ce que tu en penses toi Nicolas ? Ouais, pour rebondir sur ce que disait Rodrigo, je pense qu'il y a une vraie course en ce moment pour le contrôle des données bancaires, financières. Aujourd'hui, les banques gardent encore un peu le monopole sur ces données. On voit des Google, des Apple, en effet, s'intéresser de très près. Et le jour où les données vont basculer en effet chez ces géants, là, on va rentrer dans un autre paradigme encore, et la puissance de ces géants va encore prendre une autre dimension, je pense. Mais le web de données, on l'a pas bien compris en fait. C'est toujours Tim Berners-Lee qui en parle depuis 15 ans. Il a parlé de web sémantique, mais l'expression était sans doute mal choisie. On en est vraiment qu'au tout début. Il y a 20 ans, on a standardisé la création de documents avec le HTML, on a publié les documents HTML sur les serveurs web et on a interconnecté ces documents HTML entre eux, on a créé le web. Là, le vrai débat, c'est publier des documents, enfin des datas, pardon, mais la question c'est selon quel format, sur quelle plateforme. Si on choisit des plateformes privées, des standards privés, on ne créera pas un web de données ouvert. Si on choisit les standards du W3C, on créera un web de données ouvert. Mais évidemment, Google ou Facebook sont très en avance là-dessus et ils ont envie de privatiser le web de données. Donc il y a encore un vrai choix et on ne comprend pas très... Enfin, la plupart des gens ne comprennent pas les enjeux qui sont derrière. Alors si on regarde le futur toujours, qu'est-ce qu'il reste à connecter ? On parle aujourd'hui de wearable, d'objets connectés, de machine to machine, de robotique, etc. Qu'est-ce que demain, alors on regarde 10 ans plus loin, qu'est-ce qui reste à connecter pour vous ? Rodrigo ? Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on n'est pas encore connecté partout. Oui. On a l'impression qu'on était connecté partout, mais suivant où tu te promènes en France, on va parler de la France pour un moment, tu es en 2G, GPRS, Edge, 3G, 4G, H+, enfin l'iPhone vous montre tout ça. On n'est pas encore super bien connecté. Pareil pour le Wi-Fi, on n'est pas bien connecté. Il y a des villes où c'est connecté gratuitement partout. Pourtant on n'est pas trop mal lotis. On n'est pas trop mal lotis, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a encore du travail sur l'interconnexion parce que c'est quelque part une... Je sais pas, on en parlait il y a quelques temps, de mettre dans la Constitution un droit à l'Internet. C'est le droit à être connecté, le droit à l'information. Donc première chose, connectivité partout à un prix tout à fait abordable. Free fait des merveilles en ce sens en France. On peut faire encore mieux, probablement. La deuxième chose, il reste encore et toujours le problème des batteries. Alors je sais, les téléphones sont de plus en plus minces, sont de plus en plus beaux, de plus en plus jolis, ils sont en gold, ils sont best. Et puis on voit même à cette conférence des gens qui se promènent avec une énorme batterie à côté pour recharger leur iPhone toutes les 3 heures parce que ça ne marche pas. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire en termes d'énergie. Donc il y a beaucoup d'objets qui peuvent se recharger juste en les posant. Il faudrait qu'on ait des bornes pour recharger tous ces appareils connectés un peu partout, comme on a des bornes pour recharger les voitures maintenant. C'est la deuxième chose. La troisième chose, on commence à avoir de plus en plus d'objets connectés. Je vous disais, j'ai compté une fois, je crois que j'ai 15 ou 16 robots, on va les appeler comme ça dans ma cuisine. J'ai de plus en plus d'objets connectés, de tablettes, d'écrans chez moi. Je ne sais pas bien les gérer. Alors j'ai essayé d'acheter un produit très grand public, qui est la Philips Hue, qui sont les ampoules Wi-Fi que l'on met chez soi. Double problème, c'est pas simple de connecter ces ampoules Wi-Fi chez soi. Il faut mettre un transpondeur, donc une espèce de routeur bleu particulier pour les faire marcher, mais ça ne marche qu'avec 3 ampoules. Moi j'en ai acheté 6 parce que j'ai plus d'ampoules dans mon salon, et ben ça marche pas. Et donc il y a tout un univers qui fait qu'il faut simplifier la vie pour les foyers, pour gérer tout ça. C'est pas évident, on est encore dans un monde de geeks. Il y a Raphaël Adjian qui a sorti pour Mother pour voilà. essayer de simplifier justement tous les process finalement d'interconnectivité entre les objets. Mais c'est encore une box et je crois qu'il va jusqu'à 24 objets. Ça va marcher Mother ou pas ? C'est un peu abstrait pour le consommateur. C'est abstrait comme mais le Navastag l'était d'ailleurs un peu. Sans doute un peu trop, mais effectivement il y a aussi d'autres réussites. Il y a WeThings, il y a Netatmo avec des objets très concrets, donc le best person connecté. Les grandes tendances, on en parle, c'est pas pendant 10 ans, c'est déjà aujourd'hui. On parle effectivement des objets connectés. Les chiffres vont de 50
milliards en 2020 pour Cisco à 80 milliards d'objets connectés pour l'IDA. Donc on est effectivement on a un x10 par rapport au nombre d'humains. Donc Rodrigo a raison. Effectivement, la première étape, c'est de connecter les gens, connecter les lieux. Après, on va connecter les objets. Et après, peut-être qu'on va rentrer encore plus dans le détail. Dans le fond, une ampoule a vocation à avoir une adresse IP. Aujourd'hui, système d'adressage IPv4 est saturé. On bascule sur l'IPv6. Mais tout a vocation à avoir une adresse IP. Un interrupteur, aujourd'hui, c'est un objet mécanique. Dans 10 ans, ce sera sans doute un objet dématérialisé. Ce sera un logiciel. Donc voilà, tout a vocation à être commandé. Peut-être que n'importe quelle pièce détachée dans son automobile sera connectée ou connectable. Comme ça le va fait exploser. Sigfox en bas débit cellulaire, par exemple. Sans doute. L'autre sujet, à mon avis, ça sera nous, l'humain, nos organes. On voit de plus en plus de cyborgs avec l'argument de la santé. Tu vois ça dans 10 ans ça va arriver très vite au travers de périphériques aussi simples que des oreillettes ou des lunettes. On voit déjà Google travailler dessus. Et pourquoi pas au sein de notre propre corps. Un pacemaker, ça a vocation à être connecté. Il y a tout un tas de choses qui ont vocation à être connectées. Donc on va connecter tout. Et si on regarde sur les 50 dernières années, le réseau, l'interconnexion s'est imposée à tout. On n'ira peut-être pas au stade de l'atome, mais on va aller très très loin. Pour rebondir sur ce que dit Jérôme, il y a une très belle présentation sur SlideShare sur le transhumanisme, qui est le mouvement qui sait utiliser la technologie pour le corps humain de manière éthique. Et Ray Kurzweil, qui est le papa de ça, en parle beaucoup. Et sur cette présentation, on voit effectivement le premier cyborg avec des bras bioniques connectés à ses muscles. On voit la première personne qui s'est greffé une caméra vidéo dans l'œil. On voit la première personne qui a eu des micros greffés au cortex pour entendre. Et ça va arriver, oui, avant 10 ans. Quand il y a quelqu'un qui se promène ici sur le web avec un Nokia 3310 et qui essaie vintage et qui essaie de montrer aux gens comment envoyer un SMS comme avant, comme il y a 10 ans. On a déjà oublié. On a déjà oublié, on ne sait pas, on est passé à la suite. Eh bien oui, donc les cyborgs arriveront totalement. Ça demande quand même de sauter certaines barrières psychologiques mais dans le flux de données qu'on est prêt à mettre en ligne. En France, on a toujours une peur de la technologie. On est devenu technophobe. Il y a un siècle, on construisait la plus haute tour du monde. On avait des écrivains qui écrivaient des romans hallucinants sur le fond des océans ou la conquête de l'espace. Il faut retrouver un élan technophile. Et c'est vrai que la technologie peut parfois être mal utilisée, mais je sais pas, redonner la vue à un aveugle, redonner l'ouïe à un sourd, c'est formidable. Et cette perspective d'un humain augmenté, moi, elle m'enthousiasme. Alors oui, il y aura des réserves. J'imagine que les mouvements religieux auront des réserves, mais ou même les comités d'éthique de médecine. Oui, d'accord. Mais j'aimerais que ce ne soit pas le premier réflexe à l'annonce de cette technologie. Mais il y a une initiative dans ce sens-là, déjà. On ne la décrypte pas comme cela aujourd'hui, mais c'est déjà le cas. Ça s'appelle Kickstarter. C'est une plateforme de financement collaboratif et on le voit comme une plateforme de financement collaboratif. Les entreprises le voient comme un lieu où aller chercher de la R&D sous-traitée. Moi, je ne le vois pas comme ça. Effectivement, les deux premiers points, c'est juste. Mais c'est une plateforme d'expression, de créativité, d'inventivité. N'importe qui peut exprimer son idée et se faire financer par quelqu'un d'autre. Et avant, pour pouvoir se faire financer un projet, il fallait voir son banquier, d'abord sa famille, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un tonton riche. D'aller voir son banquier, aujourd'hui, ils ont peur de tout. D'aller voir un VC, il faut avoir un proof of concept, il faut avoir fait du chiffre d'affaires, montrer de l'attraction, des millions d'utilisateurs. Sur Kickstarter, on peut lancer n'importe quoi, oui, mais et c'est ça. J'ai entendu dire que sur les objets connectés, en l'occurrence, Kickstarter ne suffit pas. Il faut une puissance de cash, une manne financière beaucoup plus importante que ne permet pas encore le crowdfunding. Pebble est parti sur Kegel, donc c'est français. Pebble est l'exception. Mais oui, mais c'est une montre. C'est une montre française, ils cherchaient 100 000 $, ils ont levé 10 millions sur Pebble. Enfin, sur Kickstarter avec Pebble. Et vous le savez bien, dans le monde des startups, il y a un dossier ou deux dossiers sur 100 qui sont financés, et sur les dossiers financés, il y en a un qui sera une réussite. Donc c'est 1 sur 1000, c'est ça le ratio. Et donc il faut permettre cette créativité-là, il ne faut pas la brider dès le départ, et il y aura bien des succès qui sortiront de tous ces projets exposés. J'ajouterais juste qu'effectivement, pour moi, c'est aussi une des grosses tendances pour les 10 prochaines années, le pouvoir du consommateur. Moi, j'ai le sentiment que j'ai plus de pouvoir avec ma carte bancaire qu'avec ma carte d'électeur. J'ai lié un gars qui me raconte ce que j'ai envie d'entendre, mais qui fera exactement l'inverse quand il sera au pouvoir. Alors avec ma carte bancaire, je peux acheter équitable, je peux financer une start-up, je peux réellement changer le monde. Et ça, on a aussi du mal, à mon avis, à l'analyser. La démocratie qu'on nous sert chaque jour, elle est lamentable. Elle est vraiment pas au niveau. Et ça peut être un des gros sujets pendant 10 ans, comment aussi faire un reboot de la démocratie grâce à la technologie. Moi, je m'estime suffisamment informé et suffisamment compétent pour être un citoyen direct. Je ne veux plus être représenté par des gens pour qui je n'ai aucun respect, aucune estime. Donc la démocratie directe, ça peut aussi être un sujet pendant 10 ans. Et des exemples comme Kickstarter sont super intéressants au sens où ils court-circuitent tous les schémas traditionnels, finalement assez hérités d'un ancien régime. Marjorie. Mais non, mais je regarde le match de ping-pong
ping-pong entre Jérôme et entre Rodrigo. Et je me dis que finalement, on est à peu près dans un roman de Bernard Werber. C'est-à-dire qu'on est en train d'inventer ensemble une nouvelle humanité, finalement, une humanité connectée. Une humanité qui, à un moment donné, pourrait se dire oui, aujourd'hui, je me connecte sur un device, sur un objet, mais demain, je me connecterai sur une partie de mon corps. Je pense que ce qui est très important dans ce qu'ils nous disent finalement tous les deux, c'est que d'abord, cette technologie, cette filiation de la technologie, elle passe par l'éducation. Et elle passe aussi par un réseau pour l'entrepreneuriat qui permet à un moment donné, en effet, d'être un Kickstarter in real life, si j'ose dire, et d'avoir vraiment des structures qui, à un moment donné, permettent de laisser s'épanouir cette R&D, cette technologie, cette envie, cette façon, à un moment donné, où les gens fourmillent d'idées et ont envie de passer à l'étape de réalisation du projet, et d'enfin trouver les bons leviers pour réussir à le faire. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, Jérôme, parce que ça passe aussi par un État, et ça passe par des États, et ça passe par des législations qui, à un moment donné, permettent aussi l'établissement de ces écosystèmes-là, en tout cas, de libérer, à un moment donné, les leviers pour faire que la loi permette quand même que des choses réussissent à se passer dans des pays. Et au-delà de ça, cette idée de démocratie directe, elle est très alléchante, elle est très intéressante, mais je pense que malheureusement, on est dans une humanité où il faut quand même quelques garde-fous, et à un moment donné, il faut des États qui puissent... Les Suisses y arrivent, ils sont plutôt avancés. Mais moi, tu auras toujours des contradictions. Nicolas, de toute façon. tu veux réagir? Je trouve qu'il y a un phénomène intéressant qu'on voit peut-être depuis 1 ou 2 ans. C'est une génération d'entrepreneurs qui essaie de remettre du sens un peu dans ce qu'ils font dans leur business. Des noms. On a vu, par exemple dans la compétition de start-up, on a vu AfriMarket par exemple qui propose des solutions de paiement pour les immigrés, pour envoyer l'argent à leur famille, en prenant un peu moins d'intérêt que les solutions qui existent actuellement. Donc il y a des choses un peu éthiques, entre guillemets, qui se mettent en place. Et enfin, je trouve que c'est un phénomène intéressant parce que c'est un peu, j'ai l'impression, une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrivent sur le marché et qui essaient de donner du sens avant peut-être la course au profit même. Comment est-ce qu'on peut en effet réconcilier à un moment donné technologie, profit et en même temps aide vraiment aux consommateurs ou aux utilisateurs auxquels on propose ces services et cette technologie. Et là-dessus, je pense que justement, il y a des marchés émergents qui sont dits aujourd'hui émergents, mais ils sont déjà très en avance par rapport à nous, par rapport à notre conception parfois un peu bridée en effet de la technologie. On parle d'Afrique, j'ai le souvenir que cet été dans une émission pour Tech24, un petit peu de pub... même pas caché. Tu peux. On est allé à la rencontre d'un ingénieur qui est absolument incroyable, qui a inventé le premier Fab Lab à Lomé, au Togo, et qui, avec un autre ingénieur, a conçu, parce qu'aujourd'hui le vrai problème de l'Afrique, c'est d'être la poubelle électronique de l'Occident, des imprimantes 3D, ça va faire très plaisir à Jérôme, à partir de matériaux recyclés. Ils ont souscrit au projet de la NASA qui proposait d'envoyer plein de projets pour le prochain vol habité sur Mars. Et bien demain, il y aura 5 imprimantes en matériaux recyclés africaines, des imprimantes 3D qui partiront sur Mars. C'est ça aussi, à un moment donné, l'idée de l'émancipation de l'Afrique passera peut-être par la technologie. De l'Afrique et d'autres continents aussi, et aussi l'émancipation de citoyens. 600 millions de mobinautes dans l'Afrique noire, j'ai appris ça il y a 2 jours, c'est énorme. Et bientôt 1,5 milliard, et ce sera leur premier usage de la technologie, sera avec un smartphone. Et ça, effectivement, on a du mal à l'appréhender. C'est juste à côté de chez nous, à quelques milliers de kilomètres, les mêmes fuseaux horaires. Et il y aura bientôt 1 à 2 milliards d'Africains, effectivement, qui se connecteront avec des usages spécifiques, avec des problématiques, parce que pour la plupart, ils sont non bancarisés. Donc ils vont sauter des étapes. Ils connaîtront jamais la DSL, ils connaîtront peut-être jamais la carte bancaire. Jamais le laptop. Et j'espère qu'ils inventeront très vite aussi leurs propres usages, leurs propres startups, leurs propres technologies. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. On a eu ça près de chez nous avec la Slovénie qui n'avait pas d'ADSL et qui est passée direct à la 3G. Et du jour au lendemain, l'Internet, c'est la 3G la plus rapide, la plus connectée dans l'Union européenne. Et pour l'Afrique, il y a des initiatives incroyables. Ils n'ont souvent pas d'adresse en Afrique. Donc c'est difficile pour faire du commerce électronique, c'est difficile pour être bancarisé. Et donc ils ont tout un système bancaire, par exemple, sur SMS. Et on gère tout depuis son téléphone, alors que nous, on n'oserait jamais ici de se dire tiens, je vais faire un virement, un compte, un retrait, payer avec mon téléphone. Ils le font déjà. On parle d'un autre pays émergent. En 2023, est-ce qu'on sera tous chinois dans 10 ans? Nicolas, cette vague de fond là, de l'Asie. Est-ce qu'on sera tous chinois? Il y aura un problème que les sociétés chinoises devront résoudre, c'est l'exportation. Aujourd'hui, les sociétés chinoises restent très sino-chinoises. Donc là, il y a un premier problème à passer, même si pour l'instant, elles explorent un petit peu les marchés du sud-est asiatique. Il y a encore un vrai écart de compétitivité entre les sociétés chinoises et les sociétés américaines. Donc
Mais J'émettrai quelques réserves, mais ça viendra forcément à un moment ou à un autre. la Chine, c'est un quart de l'humanité et elle va retrouver sa place de grande puissance qu'effectivement elle a un peu perdue au siècle dernier, notamment à cause de guerres coloniales initiées par les Britanniques. Donc voilà, Ça, oui, c'est la Chine sera un poids lourd de la mondialisation et du web, et on voit aussi beaucoup de champions dans les télécoms, les Huawei, les ZTE, ils s'intéressent aussi beaucoup au software, aux processeurs, donc ils sont très très malins, ils ne se limitent pas à être simplement l'usine du monde. D'ailleurs, le concept d'usine du monde est devenu obsolète avec l'impression 3D parce que les usines vont revenir près des consommateurs et ils investissent beaucoup dans la technologie. On ne sera pas tous chinois, mais ouais, ils vont compter. Tous chinois, est-ce que Baidu peut racheter un Criteo par exemple? Bien sûr. Moi, je suis un petit peu plus péremptoire sur mon approche de la Chine. J'y suis allé pour la première fois en 2004 à Pékin. Et en 2004, il y avait encore les hutongs, les favelas chinoises. J'y suis retourné en 2006, en 2007, en 2008, en 2009. C'est absolument mind-boggling. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais ça enlève, takes my breath away, de voir la vitesse de croissance de la Chine. Je suis allé à Dalian. Dalian a 4 universités technologiques. J'étais à l'époque au bord de l'Epitech et l'Epitech envoyait des étudiants à Dalian en 3e année. Et à Dalian, ils produisent 70 000 ingénieurs par an. La France, on est quoi, à 10 000, 12 000? Oui, mais on a une population qui est beaucoup plus petite. Bien sûr, bien sûr. Mais à Dalian, il y avait quasiment toutes les boîtes du Fortune 500 qui étaient représentées là-bas. Je suis allé ensuite à Tianjin, une autre année. Tianjin, c'est sur la côte, c'est à 1 heure de Pékin. Il y a un centre de conférence qui est l'un des plus grands d'Asie, avec des tours immenses. Ça avait moins de 10 ans. Avant, c'était une décharge publique, le lieu où ils ont construit ça. Je suis allé à Shanghai en 2008, il y avait une tour qui était la Jinmao Tower. Aujourd'hui, tu la vois presque plus, elle est entourée de gratte-ciel. Donc il y a une effervescence, il y a un bouillonnement de la Chine énorme en termes d'augmentation du pouvoir d'achat. Ils sont 1,2 milliard, mais il y a une tranche moyenne qui peut acheter, qui a 350-400 millions de personnes qui sont sur les côtes. Mais c'est un énorme pays en termes de consommation qui a le même niveau de vie que nous. Il ne faut pas oublier cela. En termes de production d'ingénieurs. Non, mais il n'y a aucun doute là-dessus. En termes de savoir-faire. Je pense que si tu étais allé à New York entre 1880 et 1900, oui, tu aurais assisté au même boom. Ouais. Et à Paris, même 20 ans plus tôt, tu aurais assisté au même boom. Mais la Chine a aussi de gros défauts. Elle a un vieillissement de la population. Et puis, je disais, leur modèle économique, il n'est pas forcément si pérenne que ça. Il peut aussi à un moment s'essouffler. Ils auront un problème d'accès à l'énergie. Bon, mais oui, c'est un géant, mais il ne faut pas non plus. Rappelons-nous le Japon dans les années 80. Tout s'est arrêté en 86 avec l'Endaka. Le Japon est en récession depuis 20 ans. Voilà, et la Chine n'est pas non plus à l'abri de ce type de phénomène. Aujourd'hui, on regarde beaucoup du côté de la Silicon Valley. Je reprends Stéphane Distinguin qui disait que finalement le siècle est américain, clairement. Aujourd'hui, dans l'innovation. Le dernier est américain. Et le siècle à venir, sans doute pour lui. Mais ceci dit, quand on regarde un Alibaba, par exemple, qui est un géant du e-commerce, s'implanter dans la Silicon Valley, commencer à racheter des startups, monter son propre fonds dans la Silicon Valley, ça veut dire quelque chose. Il y a une montée en puissance des acteurs asiatiques. Effectivement, Rakuten qui rachète Price Minister, Alibaba ou Baidu qui montent en puissance. Et ils ont vocation d'abord, à mon avis, à devenir des acteurs importants dans la région Asie-Pacifique. C'est là qu'il y a quasiment la moitié de l'humanité, donc ça va être ça leur priorité, avec les barrières linguistiques, etc. C'est pas le cas. Ils investissent énormément en Afrique. Énormément. Et ils achètent quasiment toute la dette américaine. C'est pas le cas, on les voit pas. Ils n'achètent plus la dette américaine. Mais c'est insidieux. Tu vois, mais s'ils le font. Il y a autre chose qu'on a oublié de dire. Les Chinois sont beaucoup. Le premier opérateur, China Telecom, a plus de 600 millions d'abonnés. Ils testent des services sur 600 millions de personnes. C'est énorme. Bien sûr. De la même manière, ils en ont marre de payer les licences de propriété intellectuelle américaine, donc ils font leur propre puce. Et la 5G sera chinoise. Ils feront leur propre protocole de cryptage. Ils refont en fait tous les protocoles que l'on a dans la Silicon Valley. Ils les font là-bas, voire en mieux, parce qu'ils font les dernières technologies. C'est tout le problème d'avoir externalisé nos usines là-bas. Ils vont nous imposer des briques technologiques. Mais je pense qu'il y aura un mouvement inverse des Occidentaux. Les Américains, le dernier Apple est fabriqué d'ailleurs, je crois, au Texas, le Mac Pro. Donc il y aura un rééquilibrage aussi. Et si effectivement la Chine est la grande puissance, enfin la décennie qui est passée était chinoise incontestablement, mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Et si on regarde dans le passé, il y a eu l'exemple du Japon qui me semble assez intéressant aussi. Il y a eu un boom japonais qui s'est arrêté brutalement. Donc on peut aussi, ça sera une grande puissance, ce ne sera pas, à mon avis, il faut on ne sera pas tous chinois, il restera aussi d'autres, je crois plus à un monde multipolaire que remplacer un monde unipolaire par un autre monde unipolaire. Ils rachètent beaucoup de technologies aussi de l'Ouest et ils recrutent beaucoup de managers
à l'ouest. Il y a de l'acquire hiring beaucoup de la part des Chinois. Énormément. J'ai beaucoup d'amis qui vont là-bas. Xiaomi vient de recruter un Hugo Barra. Xiaomi et tu vois, qui de est 10 là milliards. sur le web. C'est étonnant. C'est pas pour autant qu'on va se soumettre à ce nouveau maître. Les directeurs marketing, tu vois, chez Huawei, dans tout le cœur de réseau, ils vont les prendre chez France Télécom. Enfin, oui, je sais, mais on peut aussi espérer qu'un jour ou l'autre, on va défendre nos propres équipementiers. On a Alcatel-Lucent qui souffre, on va pas tous se précipiter chez Huawei ou ZTE. On peut aussi avoir une ambition pour notre continent, la France ou l'Europe. On a aussi beaucoup d'innovation. La Chine, c'est effectivement un immense marché, c'est très innovant, formidable, mais voilà, on peut aussi. On n'est pas obligé de se penser uniquement comme nos prescripteurs un petit peu. On n'est pas obligé d'avoir ce mindset. On peut aussi se voir comme nous aussi une puissance dans un monde multipolaire. Je vais vous parler par exemple d'une boîte d'un ami. Alors, lui il est chinois mais il a grandi en Californie, donc en Chine il est soit californien soit chinois suivant les impôts. Symbio. Et Symbio, SYMBIO, au départ c'était un développeur d'applications mobiles, une agence comme on peut en avoir chez nous à Pocop. Aujourd'hui ils sont 1700 ingénieurs. Il a racheté une boîte en Finlande et en Suède. Il va probablement s'implanter en Europe de l'Est. Il a un bureau à Silicon Valley et il fait de la R&D externalisée. Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais l'usine en Asie ou en Chine va migrer vers les services là-bas énormément. On les connaissait à Bangalore en Inde, mais à Dalian, c'est le Bangalore chinois. Et là c'est la matière grise qui va être en concurrence avec notre matière grise. Et là, c'est plus un problème de coût parce qu'ils vont vouloir être payés pareil. Et là, c'est la vraie menace. C'est que les Chinois arriveront sur les services que l'on fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf et il faut faire effectivement attention à ça et pas se soumettre en tout cas à ces nouveaux champions. Ils sont très intelligents. Est-ce que demain, un GAFA, on pourra rajouter une lettre derrière, peut-être avec un B comme Baidu ou avec un A comme Alibaba ? Oui, s'ils arrivent à passer en effet le cap de l'exportation. Je pense qu'un Baidu aujourd'hui, je ne sais pas, son chiffre d'affaires, ça doit être 95% chinois. Il faut vraiment qu'ils réussissent à capter et à s'adapter aussi aux usages des consommateurs ailleurs qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux des Chinois. Moi, je suis quand même bluffé quand tu vois l'émergence d'outils de communication. Tu as Tencent qui avait QQ avant. Ils avaient 200 millions d'utilisateurs sur QQ qui était la messagerie instantanée de chat ICQ là-bas. Ils l'ont tué eux-mêmes pour lancer WeChat qui est déjà à plus de 300 millions d'utilisateurs en un an et demi. Sans parler de Line. Et sans parler de Line qui est du Japon, qui fait pareil, qui cartonne dans le coin. Donc ils sont très très malins là-bas. Et en parlant de démocratie, les meilleurs cerveaux, les meilleurs étudiants rejoignent l'administration en Chine, qui a encore une belle et noble carrière. Et donc ils ont vraiment des gens extrêmement intelligents en commande. Ils vont se former, ceci dit, aussi à Stanford, parce que je crois que le chiffre à vérifier serait de 40% des étudiants à Stanford sont chinois. Donc il y a vraiment aussi une phase d'acculturation. Les Chinois redeviennent une grande puissance incontestable, mais il y a aussi l'Inde qui monte en puissance, qui mise beaucoup sur l'informatique. Il y a aussi l'Afrique. En 2050, il y aura 2 milliards d'Africains. Le Nigeria va être à la fin des décennie à 900 millions. 900 millions de personnes. 900 millions j'avais lu 400, mais en tout cas, voilà, faut prendre la mesure de la croissance. La vallée du Nil, ça sera 600 millions de personnes. Ça va être absolument colossal. Aussi, et ce sont des gens qui vont utiliser effectivement massivement la technologie. Et ils ont bien compris aussi comment on pouvait créer de la valeur. Donc il faudra composer avec un monde multipolaire et ce sera ça sans doute effectivement la nouvelle donne dans les prochaines décennies. On va faire un dernier tour de table pour terminer ce café futuriste. Nicolas, avant que tu te sauves, 3 mots pour définir 2023 pour toi dans l'innovation. Je vais détourner un peu la question, je vais répondre par l'humain, parce qu'il y a un autre aspect des choses, c'est que paradoxalement la technologie nous ramène un petit peu d'humain. On pourrait penser que voilà, il y a une désintermédiation totale, mais on voit avec l'émergence de l'économie collaborative, par exemple, qu'il y a une vraie nécessité de retrouver aussi des rapports humains. Donc je pense qu'on n'aura pas complètement perdu ces rapports en 2023 et qu'il y a derrière les écrans et derrière les connexions qui seront partout, il y aura encore des rapports humains. Alors l'humain, tu l'as pris à froid, je crois. les connexions qui seront partout, et parce que voilà, je pense que le vrai passage, c'est quand on s'apercevra plus qu'un objet sera connecté, quand on parlera plus d'objets connectés vraiment, mais d'objets tout court qui intégrera une connexion, et voilà, on parlera plus de produits connectés. Et puis, je sais pas, un truc un peu plus futuriste, on parle d'hologramme par exemple, donc voilà, peut-être pour finir sur quelque chose d'un peu plus futuriste, peut-être des hologrammes.
C'est difficile aussi de dire 3 mots, mais je les ai un peu évoqués. Je pense que, Rodrigo le disait, l'Internet, ça sera aussi commun que l'électricité, donc il n'y aura plus forcément le waouh effect qu'on a nous connu. Il y aura des révolutions dans les interfaces homme-machine, et donc qu'on parle de vision tête haute, d'interface vocale, le diptyque écran-clavier, triptyque écran-clavier-souris appartient sans doute déjà au passé. Ce Minority Report, c'est du réel. Voilà, ça ira dans tous les sens, hein, et là on va vraiment être dans l'extension de nos sens, à nous. Voilà, finalement, notre main, notre vue, notre oreille, tout ça, notre langue. J'ai vu quelqu'un qui bossait sur des langues connectées. Enfin, voilà, ça va effectivement. On va concrétiser la vision de pas mal de livres ou de films de science-fiction. Et puis, je disais aussi, à mon sens, le dernier univers qui n'a pas été désintermédié ou réintermédié, c'est la démocratie. Et je le répète, moi, je suis absolument consterné par la qualité des démocraties occidentales, le déclin monstrueux des technologies, des démocraties occidentales. On voit des liberticides, on gueule même pas. C'est des visions de dictature qui se mettent en place, on gueule même plus. Il faut des manifs, il y a quelques centaines de arabe qui a montré un petit je peu pense, pour terminer de notre positive, j'espère qu'en 2023, il y aura eu un reboot de la démocratie française. Ouais. Très bien. Moi, je pense qu'on verra Jérôme Bouteiller président en 2023. Oui, je pense. Oui. Non, mais il n'y aura plus de président. Vive la démocratie directe. Mais ce sera un président connecté de la démocratie directe. Non, mais au-delà de ça, je pense tous des présidents. Il aura un blague. Petite blague de geek. Non, mais je pense qu'en réalité, il y a un seul mot qui définit vraiment 2023, c'est naturel ou réflexe. Ce sera un réflexe, autant soit peu que d'une part, on ait réussi ce qu'on nomme aujourd'hui de façon très positive l'e-inclusion, c'est-à-dire que tous les territoires qui ne sont pas encore connectés le soient, ou qu'on leur donne la chance de l'être, et qu'on donne aussi la chance aux technologies, à la R&D, à la créativité de s'exprimer, que ce soit dans leur expression pure et simple, ou que ce soit dans le cadre où elles peuvent être financées, où elles peuvent être amenées à terme. Rodrigo. J'ai l'impression qu'il y a de l'écho, parce que moi je vais utiliser un néologisme américain. Je veux dire, premier mot, pervasif. L'Internet, le digital, le numérique, tout ça, ça sera au quotidien. On le vivra au quotidien. On oubliera que ça a existé de manière différente pour nous tous. À tel point que la Finlande a décidé de mettre les cours de programmation dès le CP. Ça sera complètement naturel. Mon deuxième mot, éducation. Avec des initiatives telles que Coursera ou que la Khan Academy, on a accès aujourd'hui à toute l'information depuis son terminal, depuis son smartphone, dans sa poche. On aura peut-être un truc qui tourne, un petit rouleau qu'on ouvrira, un papyrus transparent. Mais on a le droit, on aura accès à n'importe quoi. C'était le rêve quelque part de Nicolas Negroponte au MIT Media Lab avec One Laptop per Child. Mais ça y est, on pourra avoir accès aux meilleurs cours, à la meilleure information. Et mon troisième mot, du coup, ça sera opportunité. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde, qui vive à Lomé ou qui vive à Dalian ou qui vive à Paris, pourra se dire, moi aussi je peux créer quelque chose, moi aussi je peux créer mon emploi, je peux en créer d'autres, je peux inventer, et il n'y a plus de barrières telles que mes parents les ont connues, de financement, de distribution, de connaissances, de contacts. J'ai accès à tout, il n'y a plus que mon cerveau qui sera la limite pour pouvoir avancer. Merci à tous et toutes d'avoir participé à ce café futuriste. Ouais, et soyons enthousiastes, hein, le futur il est radieux. Et votez Jérôme Bouteiller. Merci à tous. Merci. Ciao.